Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 9 juin et à la une de cette édition, suite aux manifestations contre le racisme et contre les violences policières, le ministre de l'Intérieur prône la tolérance zéro chez les forces de l'ordre. Hier, il a annoncé l'interdiction d'une méthode d'interpellation dite de l'étranglement. Des propos très moyennement accueillis par les syndicats de police. Certains estiment que les annonces de Christophe Castaner sont loin de la réalité. Par ailleurs, il réclame la présomption d'innocence concernant la suspension d'agents pour chaque soupçon avéré de racisme. Regardons plutôt ce sujet diffusé par nos confrères. Alexis travaille au sein de la brigade anticriminalité depuis une quinzaine d'années en banlieue. Il a souhaité s'exprimer malgré son devoir de réserve car pour lui, les annonces de Christophe Castaner sont loin de la réalité. Moi, j'ai l'impression que le premier policier de France, il ne connaît pas le terrain. Il ne sait pas ce qui se passe dans la vraie vie. Donc ouais, la grogne, elle monte au fur et à mesure, puisque la police ne peut plus rien faire, puisque la police ne peut plus travailler. Le ministre a notamment supprimé la méthode dite de l'étranglement, une technique controversée, mais l'une des plus utilisées par les forces de l'ordre. Une personne violente, on ne peut pas l'interpeller, alors on n'a plus de moyens, on n'a plus d'outils, on n'a plus rien. On n'interpellera plus. S'il faut en arriver là, pour que M. Castaner, le Premier ministre, le Président, n'importe qui comprenne, on en arrivera là. Autre mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur, la suspension d'agents à chaque fois qu'il y a, je cite, un soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Les syndicats de police réclament la présomption d'innocence. On demande déjà que le ministre monte au créneau pour défendre sa police. On ne suspend pas sur un soupçon, on suspend sur des faits avérés. Le policier n'est pas un sous-citoyen, c'est un citoyen comme tout le monde. Et le mot soupçon avéré est complètement antinomique. Il aurait dû s'exprimer autrement parce qu'un soupçon avéré, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les policiers ont aujourd'hui le sentiment d'être abandonnés par leur ministre. Il faut que le politique soit clair aussi par rapport à la population. La population, le risque qu'elle encourt, c'est d'une délinquance ou d'attaque sur la République. C'est pas la police qui attaque la République, c'est pas la police qui attaque la population. Je crois qu'à un moment, il faut ramener les choses au calme, débattre et apaiser le débat. Les syndicats de police, qui regrettent de ne pas avoir été consultés avant ces annonces, doivent rencontrer le ministre de l'Intérieur ce jeudi. Et c'est une affaire qui fait elle aussi polémique depuis plusieurs jours à Mayotte. Hassani Sandia est propriétaire d'un terrain et d'une maison transformée en boutique d'alimentation à Tsunzu. Elle loue depuis des années son bien qui aujourd'hui lui est contesté. En effet, la société Somaco qui occupe les lieux refuse de partir et a entamé des procédures en justice contre Hassani Sandia. Cette dernière a décidé de faire connaître son combat afin que le conflit serve à d'autres propriétaires terriens. Au montage, Leslie Vumenet. Cela fait près de 10 ans qu'Hassani Sandia se bat pour récupérer le terrain hérité de sa maman. Sa maison située à Tsunzu a d'abord été louée à un commerçant qui a finalement décidé de vendre son fonds de commerce à la société Somaco. Depuis, Hassani Sandia assure que le bail a pris fin et qu'un bras de fer s'est engagé avec Sam Aziz, le directeur du groupe de la grande distribution, pour récupérer la propriété. Un jour, sa femme est venue et ils ont parlé leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mais après, ils ont fini par parler français. J'ai compris que moi, je vais là-bas pour les emmerder. Et la maison, c'est pas une maison, c'est une poubelle. Et puis là, j'étais fâchée. J'ai fait une lettre comme quoi ils doivent partir. Ça, c'était en 2012. Wow. Donc, j'ai fait la lettre, j'ai envoyé là-bas. Et puis... Je suis restée. Je suis allée voir l'avocat, j'ai déposé tous mes papiers, j'ai expliqué. Mais en fin de compte, c'est moi qui ai eu une amende de 42 000 €. Si la maison abrite la boutique Somaco, Hassani Sandia soupçonne le directeur de vouloir s'approprier le terrain qui fait aujourd'hui partie du domaine de l'État. Peut-être ça marche bien, mais moi, je me dis, il veut prendre le terrain. Il n'a pas besoin de la maison. C'est le terrain qu'il veut. Il veut prendre le terrain. Parce que quand j'étais avec Mansour, Mansour, il m'a dit que va voir à France Domaine. Il a déposé un papier là-bas comme quoi il veut prendre le terrain. Et je suis allée là-bas, on m'a dit oui. Donc, et puis il y a la DEAL, j'y vais là-bas tout le temps.
on m'explique des choses. Je vois que avec la préfecture, la DL, eux, ils sont avec Sam. Et quand la préfecture il fait des réunions, il appelle Sam au lieu de m'appeler moi. Si Hassani Sandia souhaite aller au bout de ce combat, c'est aussi pour tous ceux qui vivent la même situation à Mayotte. Je veux que les élus, les Mahorais, sachent ce qui se passe. Qui prennent votre histoire comme exemple pour que ça ne se reproduise plus. Voilà, c'est ce que je veux. Parce qu'il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Il y a plein de gens. Il y a certains qu'on est même de la famille qui ont les mêmes problèmes avec moi. J'ai une famille à moi qui avait fait un contrat comme ça. Et le bail est fini depuis en 2017. Et le monsieur, il reste là. Ils ont trouvé un autre bâtiment à Kaweni pour aller travailler, mais ils veulent pas quitter cette maison. Ça, c'est ma famille à moi aussi. Même à Bandélé, c'est ma famille à moi parce que mon père est originaire de là-bas. Donc, moi, je vois qu'on est plusieurs. On est plusieurs à avoir des problèmes comme ça. L'affaire est actuellement entre les mains des huissiers, même si aujourd'hui, au regard des soutiens obtenus par Hassani Sandia, l'affaire est clairement devenue publique. Et politique dans votre 19h à Bouéni. La bataille du second tour fait rage entre Mouslim Abdourahmane d'un côté, le maire sortant, et de l'autre, le candidat d'Union, Miran Housseni. Pour Daniel Martial Henry, le président du Modem à Mayotte, le choix est simple. Le maire en place doit poursuivre le travail amorcé il y a 6 ans. En effet, pour lui, Mouslim Abdourahmane représente la relève des grands hommes politiques de l'île. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Nous parlons de continuité dans la commune de Bouéni. Je dis bien que je suis tombé vraiment amoureux et n'ai pas d'arrière-pensée sur ça, sur ce garçon très responsable. Moi, j'ai vécu avec des grandes personnalités politiques, que ce soit Zuber, Adnan, Marcel Henry, Younusa Ben Ali, Abdallah Oumadi, Bamana et consorts. Je sais évaluer la qualité d'un individu, d'un homme politique. Et sincèrement, je suis très fier, vraiment fier de ce garçon. Avec son calme, son humanisme et son amour sur son territoire. Et vous avez bien vu qu'aujourd'hui, la commune de Bouéni est une commune qui fait rêver. Tout le monde aujourd'hui, le week-end, vient à Bouéni. Et ça, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu un homme et une équipe qui a été là pour se mettre au service de la population, au service du développement de la commune. Rome ne s'est pas construit en un jour. Nous avons encore d'autres projets à réaliser et il y en aura toujours. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec un nouveau site dédié aux alertes météorologiques ou encore le démenti d'Air Austral quant à d'éventuels licenciements. Au montage, Leslie Vimenet. Air Austral a décidé de réagir suite à la publication d'articles dans la presse réunionnaise relatant une suppression de 10% des effectifs pour faire face à la crise. La compagnie apporte le démenti le plus formel à ces allégations. La société assure avoir mobilisé des financements importants sous forme d'avances remboursables, de prêts et de reports de charges qui seront recouvrés au fur et à mesure du retour souhaité à son programme de croisière. Elle travaille dans le même temps à une amélioration de sa compétitivité et à une contraction de ses coûts, tout en ajoutant, je cite, « dans le respect de ses valeurs de concertation, d'adaptabilité et d'anticipation ». C'est pour cela qu'un dispositif a été présenté et partagé à ses délégués syndicaux ainsi qu'à son conseil d'administration en vue de conclure un plan d'adaptation prévoyant la signature de 2 accords d'entreprise, de performance collective et de rupture conventionnelle collective visant, dans la concertation et le volontariat, à un resserrement de son organisation. Météo France a annoncé vendredi le lancement d'un site internet dédié aux alertes météorologiques pour 9 phénomènes dangereux avec des prévisions disponibles jusqu'à 7 jours à l'avance. Le site vigilance.météofrance.fr présente une carte des vigilances en cours et de leur niveau dans l'Hexagone, ainsi que des prévisions pour les jours suivants jusqu'à J+7. Des cartes spécifiques seront dédiées aux vigilances à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Antilles Guyane et en Europe.
Le site offre aussi des conseils en cas de vigilance orange et rouge et détaille les différents dangers météorologiques. Il se veut une réponse aux événements extrêmes comme les canicules ou les pluies intenses de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. La vigilance météorologique et le développement de la culture du risque font partie des éléments de réponse pour protéger les populations, indique Météo France. Dans le contexte actuel de pandémie liée au Covid-19, la mobilité internationale est à l'arrêt depuis mars 2020. Un nombre important de projets de jeunes à l'international n'ont ainsi pas pu être ou ne seront pas mis en œuvre, notamment cet été. Pour continuer à soutenir l'échange interculturel et l'engagement des jeunes dans des projets communs de solidarité internationale, tout en expérimentant de nouvelles manières d'agir, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a décidé de lancer une initiative en faveur de la solidarité internationale à travers un appel à initiative qui sera doté de 300 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page internet qui s'affiche. À Mayotte, le comité de présélection est assuré par la DJSCS et 2 associations, Émanciper Mayotte et Hippocampe 976. Les associations ont jusqu'au 18 juin 2020 pour présenter leurs projets. Et ce lundi a marqué un nouveau tournant dans le monde de la restauration sur l'île aux parfums. En effet, les restaurateurs étaient nombreux à avoir fait le choix d'attendre une semaine avant la réouverture de leur bar ou restaurant. Une semaine qui a permis aux uns et aux autres de préparer à la fois leur établissement, mais aussi le personnel aux nouvelles règles d'hygiène en vigueur. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Hier, lundi 8 juin, 2 grandes enseignes de la restauration sur Mayotte ont réouvert leurs portes au public. La première, le bar Akili, après 3 mois de fermeture, a fait le choix de réouvrir une semaine après la date indiquée par l'État. En effet, pour le restaurant, ce confinement fut l'occasion de réaliser des travaux pour une meilleure organisation au sein de l'établissement. On a pu en profiter pour faire des travaux, donc par exemple le jardin, du mobilier à l'intérieur, donc en cuisine et au bar, du coup quelques modifications. Et en parallèle, on a pu effectuer des mises en place pour les gestes barrières et la protection contre le Covid. Ça nous donne un peu plus de travail, donc on doit sans arrêt se laver les mains, nettoyer les tables un petit peu plus du coup, et voilà, on doit faire patienter les gens à l'entrée. Donc le temps qu'on leur donne une table, voilà, c'est des petites broutilles comme ça qui font que ça nous donne un peu plus de travail. Une charge de travail en plus, mais qui permet de protéger à la fois clients et serveurs. Leur voisin, l'Orient Express, a fait le choix d'attendre une semaine pour recréer du lien entre les employés après 3 mois d'isolement, mais aussi se préparer au mieux pour respecter les gestes barrières. On a préféré prendre le temps d'attendre, c'est-à-dire se hâter lentement. On a attendu le décret sortir déjà de réouverture, parce qu'il y avait une hypothèse mais pas une certitude, et on travaille mieux quand même sur des certitudes. Donc on a attendu le décret pour la réouverture, et ensuite on a décidé de prendre une semaine supplémentaire pour faire une formation pour nos personnels liés au Covid et les gestes, notamment un rappel HACCP, qui sont les mesures d'hygiène classiques de la restauration, avec une touche Covid par-dessus pour que nos personnels soient bien formés aux gestes barrières et bien à la compréhension du virus, comment indiquer aux clients, enfin faire preuve de pédagogie aussi avec les gens. En effet, beaucoup de clients aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi le masque est devenu obligatoire dans les restaurants. Les restaurateurs appellent par ailleurs tous les clients au plus strict respect des gestes barrières. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.